C'est un thème qui a suscité beaucoup de questions, beaucoup de votes. Et la première question, c'est une question vidéo, vous pourrez la voir ici, qui concerne le CV anonyme, c'est d'une étudiante parisienne. Bonjour Marine Le Pen. Vous connaissez les difficultés que rencontrent les jeunes diplômés afin de trouver un emploi. Êtes-vous pour le CV anonyme pour éviter la discrimination à l'embauche? Non, je suis contre. Je suis contre parce que je trouve ça absurde. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et qui ont démontré qu'en réalité le CV anonyme était un inconvénient d'ailleurs, et notamment pour les Français d'origine étrangère. Parce qu'on s'est rendu compte que quand le CV n'est pas anonyme, les chefs d'entreprise sont susceptibles d'être plus compréhensifs à l'égard d'un CV qui serait peut-être un peu plus chaotique parce qu'il vient de quelqu'un qui provient d'une banlieue un peu difficile et qu'on accorde plus facilement à ceux qui, justement, sont arrivés à un certain stade, une compréhension. Donc en fait, le CV anonyme a donné des résultats inverses à ce qu'on attendait. Et puis CV anonyme, c'est un peu... Enfin, j'allais dire, il y a bien un moment donné, il faut se rencontrer, quoi. Donc le CV anonyme, ça voudrait dire qu'il faut aussi faire l'entretien en cagoule. Parce qu'il y a bien un moment où, sur CV, on va vous demander de venir et puis il va y avoir un entretien avec l'employeur. Donc je crois que c'est en même temps contre-productif, inefficace et que presque ça aggrave en fait l'espèce de ghetto de discrimination plutôt que de le détruire. Mais là, le problème n'est pas réglé. Il y a quand même toujours une discrimination. C'est des personnes qui, de toute façon, n'arrivent même pas à décrocher un entretien. Oui, c'est pas tout à fait vrai. Je crois pas ça. Je crois que les plus grandes discriminations en France, ça aussi, je crois que ça a fait preuve, ça a fait l'objet d'études, c'est à l'égard des handicapés, c'est à l'égard des personnes qui ont un certain âge. Voilà, je pense qu'en France, il y a énormément de difficultés pour trouver de l'emploi, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et que quand il y a des problèmes pour trouver de l'emploi, bah, c'est les jeunes qui prennent en premier, c'est les femmes, parce qu'on se dit, bah, quitte à verser un salaire, si je pouvais éviter d'avoir une femme qui a des enfants et qui accessoirement pourrait un jour quitter le bureau à 4 heures parce que le gamin est malade, ou qu'il puisse retomber. Non mais voilà, bon. Donc, si vous voulez, je suis pas sûre que ce soit la discrimination la plus flagrante aujourd'hui. Et je pense que œuvrer pour le droit à l'indifférence, en quelque sorte, sera beaucoup plus efficace, que pour le droit à la différence. Alors, nous allons passer à la question suivante. C'est une question Twitter, parce que les internautes ont l'occasion de poser des questions via Twitter, grâce à des hashtags dédiés. Envisagez-vous une refonte du système éducatif? Votre avis sur l'absentéisme, le retour de l'uniforme et la sécurité? C'est une question de CDR 85. Et on va essayer d'être concis. Parce que c'est une question, c'est une question extrêmement vaste. Qui méritera 1 heure de débat. Donc bien sûr, nous envisageons une refonte du système éducatif. Encore une fois, de manière très précise, on en évoquera les principes lors de notre programme qui sera rendu public au mois de novembre. Mais nous pensons que la problématique du système éducatif est une problématique d'abord de baisse du niveau. Donc nous allons proposer des pistes pour tenter de redresser le niveau des exigences, tant en matière de transmission du savoir qu'en matière de sécurité. Pensons que les problèmes d'insécurité, les problèmes plus généralement d'indiscipline à l'école, sont un inconvénient majeur évidemment pour la transmission du savoir et puis pour une scolarité qui doit être sereine. Ce sont évidemment les élèves les plus faibles et les plus modestes qui subissent directement de plein fouet la montée de l'insécurité. Moi, j'admets pas qu'un enfant aille à l'école avec la peur au ventre, parce qu'il y a quelques caïds... On ne parle pas d'insécurité, on parle d'absentéisme. La sécurité, il y a marqué. Excusez-moi. Hein, oui, bien sûr. Alors, voilà, bon. Alors, la refonte du système éducatif, voilà. On met tout sur la sécurité et le contenu viendra après? Non, pas obligatoirement. Je crois d'abord que c'est un préalable. Le préalable, c'est de rétablir la sécurité, parce qu'on ne peut pas transmettre un savoir, et notamment quand on est professeur, on ne peut pas transmettre un savoir lorsqu'on le fait dans une classe qui est frappée par l'insécurité et par l'indiscipline. Ça me paraît être la première des conditions. Sur le retour à l'uniforme, c'est difficile de prôner le retour objectivement à l'uniforme et ça dépend à quel stade de l'école. En revanche, je pense que dans le primaire et peut-être même dans le collège, j'avoue que je ne serais pas moi totalement contre une blouse par exemple qui pourrait limiter les différences de niveaux sociaux. On voit qu'aujourd'hui, il y a une véritable, comment je puis dire, terrorisme de la marque, que l'apparence devient prioritaire et que ce terrorisme de la marque fait beaucoup souffrir les familles modestes parce que les parents
subissent eux-mêmes une pression de la part de leurs enfants qui veulent avoir les mêmes vêtements que les autres. Nos vérificateurs, pour parler des marques, etc., nous disent que sur votre site, donc dans la rubrique éducation, une vidéo a été postée en attendant que le programme soit mieux développé. Vous souhaitez aussi l'interdiction des portables de la primaire à la terminale. Oui, je pense que quand on travaille, on ne téléphone pas. Voilà, c'est aussi pas de portable à l'école. Je pense qu'il ne faut pas de portable à l'école. Alors pour contrôler, il y a quelqu'un qui contrôlera. Écoutez, à ce moment-là, il n'y a aucune règle. Parce que si dès qu'on émet une règle, on dit « Ah, mais comment on va faire pour la faire respecter ?» Je pense qu'il y a des règles à respecter. Il y en a évidemment déjà dans tous les écoles et les collèges de France. Eh bien, celle-là pourrait être effectivement une règle à appliquer. Je pense que le portable est manifestement un élément de perturbation de la vie scolaire et qu'on n'a pas besoin de portable. Quand on est à l'école, nous, on n'en avait pas et on s'est très bien porté, honnêtement. Hein. Bon. D'accord. Et en 2 mots, l'absentéisme, vous n'en avez pas parlé? L'absentéisme est un problème majeur. Moi, je pense que les pistes qui ont été tentées jusqu'à aujourd'hui on doit attendre de voir les résultats, hein, parce qu'il y a eu un certain nombre, vous savez, de mesures qui ont été prises, de responsabilisation des parents notamment. Nous allons voir si les résultats sont au rendez-vous. Hein. Bon, nous allons passer à la question suivante. La question suivante, c'est la question de Simon Guller. Voilà. Êtes-vous pour ou toujours contre le Pacs? Toujours contre. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, on était contre le Pacs avant qu'il soit mis en œuvre. Bon, maintenant, il est mis en œuvre. Il y a un certain nombre de gens qui, manifestement, y trouvent un intérêt. En réalité, comme j'ai eu l'occasion de le dire, très peu d'homosexuels, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a que 5%, je crois, de ceux qui sont pacsés qui sont homosexuels. Je crois preuve de sa normalisation, justement. Oui, non, enfin, je crois qu'en réalité, si vous voulez, le Pacs, c'est une niche fiscale, en fait. Voilà ce que je crois. Je pense que c'est une niche fiscale, c'est un moyen pour un certain nombre de personnes de tenter de limiter l'importance des impôts qui pesaient sur eux en tant que célibataires. Donc ça n'a, à mon sens, d'intérêt que fiscal. Alors soit il y a une grande réforme de la fiscalité qui permet d'arriver au même résultat, et à ce moment-là, le Pacs n'aura en réalité plus de raison d'être en lui-même, soit ça n'est pas possible, et le Pacs a sa raison d'être. Voilà. Alors, nous avons une question de Guillaume, je crois. Attendez, je me perds dans mes... Benjamin, pardon, je me perds dans mes tablettes. Envisagez-vous de réformer le code de procédure pénale, notamment pour le déroulement des gardes à vue, le statut du parquet et le maintien du juge d'instruction? Benjamin, donc, est à Paris. Alors, le statut du parquet, non. Je suis profondément convaincue de la nécessité de maintenir le juge d'instruction. Je suis extrêmement attachée à la procédure pénale française et assez réticente à l'égard de la procédure pénale anglo-saxonne, hein, tout simplement parce que l'on s'aperçoit que la procédure anglo-saxonne crée en réalité une justice à 2 vitesses. Il y a ceux qui ont la possibilité de se payer une défense, des avocats, des enquêteurs, et l'affaire Strauss-Kahn nous a montré un petit peu comment ça fonctionne, mais il y a ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des enquêteurs et une défense, et le juge d'instruction, le système français, qui fait que le juge d'instruction, instruit à charge et à décharge, m'apparaît est tout de même une sécurité, même s'il y a des modifications quand même à faire. Je pense qu'un juge d'instruction ne peut pas avoir 25 ans, je veux dire. Je pense qu'un juge d'instruction, il doit avoir été juge pendant un certain nombre d'années avant, ou il doit avoir été avocat pendant un certain nombre d'années avant. Je trouve qu'envoyer des très jeunes juges comme juge d'instruction, compte tenu de la responsabilité qui est celle du juge d'instruction, ça ne m'apparaît pas être une bonne chose. Donc il y a quand même des modifications à faire. La garde à vue. Excusez-moi, pour le déroulement, je pense que la garde à vue, actuellement, telle qu'elle est prévue, telle qu'elle nous a été imposée en réalité par les directives de l'Union européenne, est absolument ingérable. Voilà. Elle est ingérable pour les policiers, elle est ingérable sur le plan matériel, et ces mesures sont en réalité contre-productives. C'est-à-dire que la conséquence de ces mesures sur la garde à vue, ça va être la baisse du nombre d'élucidations des affaires. Moi, j'aimerais bien, de manière générale, pour la code de procédure pénale, que c'est bien que l'on pense aux droits de ceux qui sont poursuivis, mais ce serait quand même très bien qu'il y ait vraiment un grand volet qui soit fait aussi sur le droit des victimes. Moyennant quoi, je ne suis pas pour l'explosion de la garde à vue. Je trouve qu'il y a toute une série de délits qui ne devraient pas faire l'objet d'une garde à vue. Je vous donne un exemple, parce que c'est important quand même. Exemple. Quelqu'un est pris avec un taux d'alcoolémie excessif dans une voiture.
On ne voit pas ce que la garde à vue apporte à cela. La personne, on lui enlève sa voiture, elle viendra la chercher le lendemain, elle est citée devant le tribunal correctionnel, mais je ne vois pas ce qu'on peut découvrir de plus, objectivement, dans une garde à vue. Donc si on limitait le nombre de gardes à vue et qu'on conservait la garde à vue pour des délits qui apparaissent comme étant les plus graves ou qui nécessitent véritablement une enquête, eh bien on aurait probablement moins de difficultés. Peut-être que... Ouais. Pardon, on va passer à un autre sujet qui intéresse aussi beaucoup les internautes, il s'agit du handicap. Donc on a une question de Francis qui habite à Tiverny. Qu'allez-vous faire pour les personnes handicapées? Donc c'est assez large, on s'est permis de l'anglais. En effet, au Parlement, donc le Parlement a adopté une loi le 28 juin qui remet en cause l'universalité de l'accessibilité aux personnes handicapées. C'est-à-dire qu'en 2005, il était inscrit dans la loi que toutes les personnes handicapées pouvaient accéder aux logements neufs ou anciens. Donc il devait y avoir des modifications qui devaient être faites. Et là, un article de la loi remet en cause donc ce principe, vu que maintenant, ce sera possible d'avoir des dérogations pour les logements neufs. Donc, quel est votre sentiment par rapport à cet article? Je me suis beaucoup intéressée à ce problème avec la vice-présidente du Front National, Marie-Christine Arnautu, qui est vice-présidente chargée du social et qui s'est beaucoup intéressée au handicap. On s'est posé ces mêmes questions lorsque nous étions dans le groupe Front National à la région Île-de-France. L'accessibilité des handicapés, c'est vrai, c'est la quadrature du cercle. Pourquoi? Parce que l'accessibilité absolue, universelle, comme vous dites, représente un surcoût qui est souvent absolument considérable pour la collectivité. Et on s'est posé la question de savoir si en réalité, il n'était pas peut-être moins onéreux et en même temps plus efficace pour les personnes handicapées que de mettre en place des systèmes qui soient personnalisés. Je m'explique. Est-ce qu'on doit, par exemple, faire en sorte que l'accessibilité soit absolue dans l'ensemble des gares, des métros français, etc. Ce sont presque des milliards d'euros qu'il faut investir pour pouvoir... C'est considérable. Bon. Ou est-ce qu'il faut investir massivement dans, par exemple, la mise à disposition d'un service de taxi spécialisé des logements, non, mais, oui, mais l'accessibilité, c'était ça aussi. C'était pas uniquement les logements. C'était aussi, en l'occurrence, les transports en commun. Et les transports en commun, c'est une grosse partie des problématiques d'accessibilité. Le temps presse, donc voilà. Donc moi, je serais plutôt pour, objectivement, mettre en place un service spécialisé de taxi, de déplacement qui soit mis à disposition des handicapés, parce que je crois qu'il faut être honnête, et il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, la réalité c'est que nous n'avons pas le budget et nous n'avons pas les moyens pour effectuer cette accessibilité universelle dont on parlait tout à l'heure. On revient, on parlait de la garde à vue, vous parliez de l'explosion des chiffres de la garde à vue. On a une question vidéo qui a été posée par un jeune Parisien. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis de Paris. J'aimerais savoir si vous êtes élu, est-ce que vous changerez l'image de la police? On a l'impression qu'elle est plus là pour mettre des amendes que pour nous aider réellement. Oui, j'espère que je pourrai faire cette belle œuvre de changer effectivement l'image de la police. Mais la police n'y est pour rien d'ailleurs, c'est assez injuste à leur égard. La réalité, c'est que beaucoup de Français ont le sentiment qu'effectivement la police s'attaque plus facilement aux automobilistes qu'elle ne s'attaque véritablement aux voyous qui pourrissent la vie de nos compatriotes. Mais il faut quand même être clair, c'est parce qu'ils n'ont pas les ordres. Ils ont les ordres pour aller chercher l'argent des amendes, ils n'ont pas les ordres réellement pour s'attaquer aux véritables délinquants, à ceux qui créent véritablement une insécurité dans notre pays. Du chiffre impulsé par Sarkozy. Évidemment, Sarkozy. Elle a été profondément contre-productive. Et d'ailleurs, tous les policiers s'en plaignent. Je vous donne un exemple. Les policiers de la BAC, par exemple, qui parfois font des enquêtes qui durent plusieurs semaines ou même plusieurs mois pour faire tomber un réseau très dangereux de criminels, eh bien, eux, ils vont pas avoir droit aux chiffres. Alors que celui qui sort du commissariat pour aller faire ses 50 contraventions dans la journée, lui, il va être récompensé. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, je crois que là, on est vraiment, on est arrivé dans un système profondément vicieux qu'il faut totalement modifier. Nous allons donc passer à la question suivante. C'est une question d'Amour de Tours. J'espère qu'elle va apparaître sur les écrans. La question est simple. Pensez-vous utile de réinstaurer la peine de mort en France?
D'abord, je pense utile de faire un référendum sur ce sujet. Le référendum que je voudrais faire, il porterait en réalité sur un choix. Est-ce que vous voulez la réinstauration de la peine de mort ou est-ce que vous voulez l'instauration, parce qu'elle n'existe pas, de la perpétuité réelle? Vous savez qu'aujourd'hui, le maximum en France, c'est 30 ans. Ça veut dire que des gens dont les enfants ont été purement et simplement massacrés sont susceptibles de recroiser le barbare qui a massacré leurs enfants un jour ou l'autre dans la rue. Je trouve que cette situation est absolument inadmissible. Bon. Le problème de la suppression de la peine de mort, c'est qu'il y a eu des conséquences induites de cette suppression. Ça a été en fait l'affaissement, l'abaissement de ce qu'on appelle l'échelle des peines. Comme il n'y a plus de peine de mort et qu'il n'y a pas de perpétuité réelle, ben, l'ensemble des peines se sont un peu écrasées et aujourd'hui on se retrouve avec des faits qui sont graves et qui, dans la réalité, sont sanctionnés de manière relativement légère, surtout si on compare aux délits, notamment routiers, bon, par exemple. Et donc, je crois que c'est un grand sujet et que les Français doivent avoir la possibilité de s'exprimer sur ce grand sujet. Alors, une dernière question pour clôturer ce thème société qui a été posée par Hélène, qui habite Paris. Êtes-vous, Marine Le Pen, en faveur d'un retour à des choix de prénoms français issus du calendrier pour les enfants nés en France? Très rapidement, oui ou non? Oui, oui, je suis favorable. Parce que je crois que le fait de donner un prénom français à ses enfants, quand on a obtenu la nationalité française ou qu'on est d'origine étrangère, a été un des éléments qui a extrêmement bien fonctionné dans l'histoire de France pour que l'assimilation se fasse très rapidement. Ça a été le cas pour les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Polonais. Ils donnaient, c'est vrai, un prénom français à leur enfant. Un moyen d'intégrer? C'est un moyen d'assimilation très efficace, très performant. Et ça n'est plus le cas aujourd'hui, sous prétexte de conserver et presque de montrer le lien avec la nationalité d'origine ou la culture d'origine. On donne aux enfants français des prénoms qui sont à consonance étrangère et je pense que ça leur rend la vie probablement plus compliquée et ça freine, à mon avis, l'assimilation nécessaire, ça la retarde.